d'un moment, quand on devient la seule femme dans une réunion, la seule marocaine à tel endroit, là, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi il n'y a pas des gens comme moi autour de moi? On étudie en fait pourquoi des femmes qui ont plutôt moins de 50 ans, des fois même après avoir accouché, elles vont faire un infarctus et on ne va pas comprendre pourquoi. Elles ont l'air d'être plutôt maigres, sans cholestérol élevé. Donc moi, je suis vraiment une fervente supportrice du fait que les femmes soient actives dans des domaines le plus variés possible. Mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre soin de soi, c'est-à-dire écouter son corps. Les maladies cardiovasculaires, elles peuvent en fait avoir des manifestations très diverses et variées. Donc voilà, on est un peu touché, extrêmement ému et on ne sait pas trop comment réagir. On dit bon, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois faire maintenant? On étudie en fait pourquoi des femmes qui ont plutôt moins de 50 ans, des fois même après avoir accouché, elles vont faire un infarctus et on ne va pas comprendre pourquoi. Elles ont l'air d'être plutôt maigres, sans cholestérol élevé et ils vont faire... Bienvenue dans On prend le temps, le podcast de Mieux-Gire. Ici, on ralentit pour comprendre. Pour ce premier épisode, Mieux Vivre prend le temps d'une conversation avec Nabila Bouatia Nagy, chercheuse en génétique et directrice de recherche à l'INSERM. Un podcast présenté par Leila Zizi. Nous sommes très très heureux aujourd'hui de vous accueillir parmi nous et du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour répondre à quelques questions et surtout pour vous adresser aux Marocains aussi, parce que on sait d'où vous venez et c'était important pour nous aujourd'hui, avec cette fierté nationale, de vous dire déjà bravo. Merci. Et je vous laisse un petit peu vous présenter aux gens qui vous connaissent pas rapidement. Très bien. Donc, moi, je suis Nabila Bouatia Nagy. Je suis chercheur à l'INSERM depuis un peu plus de 18 ans. Et donc, en fait, j'ai été d'abord formée à ma spécialité qui est la génétique humaine en doctorat que j'ai réalisé à l'Université de Lille. Et avant, en fait, d'intégrer ce programme de doctorat, j'ai d'abord obtenu une licence à Lille toujours. Et avant cela, j'ai été formée, en fait, à l'université Al Malik Saadi dans le Nord, avec la faculté de sciences et technologies de Tanger. Donc, j'ai fait là-bas, en fait, 2 années qui ont été validées pour intégrer la licence de biologie moléculaire et ensuite ce qu'on appelle, on appelait à l'époque DEA, mais c'est un master en biologie santé. Et ensuite, j'ai fait le doctorat donc, à l'Université de Lille. Et après cela, j'ai continué ma formation parce qu'en fait, en recherche scientifique, le doctorat est que le début de l'aventure de la recherche. Il faut en fait faire des expériences dans différents environnements de recherche. Et moi, j'avais choisi l'Université de Cambridge où on avait quelques interactions avec mon laboratoire de thèse. Et j'ai pu réaliser un stage postdoctoral là-bas. C'est une expérience de recherche, suite à laquelle je suis retournée en France pour un autre stage postdoctoral à l'INSERM cette fois-ci, et ensuite recrutement à l'INSERM comme chercheur en 2009. Donc, je me pose la question, est-ce que quand vous étiez à Tanger à la faculté, est-ce que vous vous attendiez à quelque chose comme ça? Est-ce que limite, vous osiez l'espérer? Alors, en réalité, en fait, c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui ont toujours voulu faire de la recherche en génétique sans avoir exactement ce que c'est. C'est ça la réalité, c'est quand on a 16 ans, 17 ans au lycée, j'ai été fascinée par les transmissions des maladies héréditaires. Donc, je me souviens vraiment d'un cours avec une enseignante en biologie qui était passionnée au lycée à Tanger. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est ça ce que j'ai envie de faire. Mais en réalité, on ne sait pas ce que c'est. Il a fallu en fait parcourir pas mal de chemins jusqu'à la thèse pour savoir vraiment que ça correspondait à ce que je recherchais. Donc effectivement, à aucun moment, je pensais que j'allais y arriver, mais j'avais quand même cette envie. Et voilà, moi, ce qui me caractérise, beaucoup de personnes me le disent, c'est la détermination. Donc, je m'étais mis ça comme objectif. Maintenant, je ne savais pas quelle était sa nature, je ne savais pas si j'allais y arriver, mais je m'étais mis comme objectif d'essayer. Et donc, voilà, c'était toujours un peu petit à petit. Les étapes que j'ai franchies dans ma carrière, c'était souvent avec cette particularité à continuer à essayer jusqu'à y arriver.
D'accord, donc j'imagine qu'au début, c'était beaucoup de difficultés. Et si, c'est-à-dire à vos débuts, quand vous arrivez, juste vous quittez le Maroc, les premiers défis en tant que femme dans des pays où on n'a pas l'habitude de vivre, qui n'ont peut-être pas l'habitude de voir aussi des femmes africaines, arabes dans ce genre d'environnement, quels seraient par exemple les défis les plus importants auxquels vous avez eu à faire face? Alors en fait, le plus difficile, c'était le choc culturel. Bon, c'est vrai que Ok. la culture française n'est pas si étrangère pour les Marocains que nous sommes, mais pour la Tangéroise que j'étais, c'était pas du tout proche. Nous sommes une culture à Tanger proche de l'Espagne. Moi, j'étais très proche de la culture espagnole. Je parle d'ailleurs couramment l'espagnol. Aller en France, c'était vraiment difficile de ce côté-là, comprendre la mentalité, le système universitaire. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de défis au départ, mais j'étais vraiment armée d'une certaine détermination encore qui m'a permis de continuer en fait à essayer de comprendre comment cela fonctionne. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'une fois j'avais cru avoir compris pas mal de choses en France, j'ai fait encore la même chose en allant en Angleterre et hop, on recommence. Là, c'était une étape aussi très importante parce que comprendre, notamment une université prestigieuse comme Cambridge, qu'est-ce qui fonctionne, comment il faut s'en sortir, etc. C'était aussi une deuxième étape culturelle à franchir. Mais tout ça, en fait, c'était dans le domaine de la recherche. Et là, par contre, les codes sont internationaux. En Mm. fait, on fonctionne de la même façon. Nous faisons la recherche en France, en Angleterre, aux États-Unis, même au Maroc, avec les mêmes objectifs, avec les mêmes rigueurs et la même envie, en fait, d'avancer les connaissances. Donc ça, c'est clair que c'est universel. Mais par contre, tout ce qui est à côté était un vrai défi. Et pour répondre à la question, le fait de ne pas avoir de modèle, ne pas avoir des... C'est vrai que c'est quelque chose que je ne voyais pas. Pour vous dire, moi, j'étais une jeune lycéenne ou première, deuxième année de faculté à Tanger. Moi, ce qui me fascinait, c'était vraiment le côté scientifique et j'étais admirative de personnes qui ont marqué ma discipline comme Darwin ou comme Pasteur, et qui soient des hommes, des femmes ou des Français, des Britanniques. Là, j'avoue que c'était un détail. Ce qui comptait pour moi, c'est que c'était des scientifiques admirables qui m'inspiraient beaucoup voilà, de fascination tout simplement par comment ils ont réussi à comprendre un certain nombre de choses que les autres autour d'eux n'avaient pas compris. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Très bien. Et en parlant de vos recherches et de votre science, euh, pour nous qui ne sommes absolument pas des scientifiques et ceux qui nous écoutent, si vous pouviez juste nous expliquer concrètement ce que vous faites, comme si vous expliquiez ça à des enfants. Ah oui, ben, en fait, j'ai la chance de faire ça régulièrement parce que c'est l'une des choses qui a été primée avec le prix de l'INSERM, c'est la capacité de communiquer avec la société. Et donc, en fait, l'une des choses à laquelle je tiens, c'est de rendre la science accessible. Donc, je fais ça avec une association qui s'appelle Femmes et Sciences en France. Et on intervient souvent dans des collèges et des lycées pour expliquer les carrières scientifiques et comment on peut en fait faire de la recherche scientifique. Donc, en fait, quand on est quelqu'un de très curieux comme moi et qu'on on est dans la recherche scientifique, en fait, on a envie de comprendre des choses dans la nature. En l'occurrence, pour moi, c'était les maladies. Donc, en fait, notre système cardiovasculaire, c'est la pompe de sang qui est le cœur et toutes les branchements qui partent de cette pompe, ce sont les vaisseaux qui irriguent les organes les plus importants. D'abord le cœur, parce qu'il faut le nourrir pour qu'il soit capable de pomper pour tout le monde. Et évidemment, la première cible en fait à maintenir, c'est le cerveau. Donc le cerveau, le cœur, ce sont les deux organes qui doivent en fait être vraiment le mieux préservés pour la fonction cardiovasculaire, pour qu'ils aient en fait les nutriments en quantité suffisante et l'énergie pour que l'individu soit en bonne santé. Et bien sûr, tous les autres organes. Mais en fait, on comprend très vite que le cerveau ou le cœur, s'ils arrêtent, c'est beaucoup plus grave que si en fait d'autres organes puissent avoir un problème physiologique. Et donc en fait, le fonctionnement du cœur et des vaisseaux est très complexe, bien sûr. C'est pour ça qu'on essaye de le comprendre. Mais en fait, quand il y a des maladies, on a à peu près deux gros groupes de problèmes. Ou bien en fait, il y a un problème d'électricité dans le cœur, donc c'est les arythmies. Le cœur ne fonctionne plus rien parce qu'en fait, il ne bat pas correctement, ou bien trop vite, ou bien trop bas. Et il faut qu'on lui trouve en fait un bon rythme. Et l'autre problème en fait majeur, c'est, comme on dit en cardiologie, la plomberie. C'est qu'en fait, c'est bouché. C'est bouché parce qu'on a des accumulations de lipides, c'est le fameux cholestérol élevé qui finit par
boucher les artères, et notamment du cœur en priorité, mais aussi celles qui irriguent le cerveau. Et c'est les causes principales de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Deuxième cause d'handicap, en fait, dans le monde, suite à une survie à un AVC. Ça, c'est quand on survit. Malheureusement, il y a des personnes qui en décèdent. Et l'infarctus, donc l'arrêt cardiaque ou la crise cardiaque. Donc, quand ça se bouche, c'est vraiment une urgence vitale. Et en fait, on a fait beaucoup de recherches pour comprendre comment ça se fait que les artères se bouchent. Évidemment, on sait que manger gras, ne pas faire d'activité physique, ne pas en fait être pas trop stressé, la consommation de tabac extrêmement important. Ce sont les causes principales de le bouchage des artères. Mais en fait, en étudiant les femmes jeunes qui font un infarctus et qui font des AVC, on a découvert qu'il y avait des formes, ce qu'on appelle atypiques ou différentes de la forme principale de la maladie cardiovasculaire. Et c'est là, en fait, où notre activité, elle vient. Et ils vont faire quand même un infarctus. Et là, en fait, c'est pas parce que l'artère est bouchée de l'intérieur, de la circulation, c'est parce qu'en fait, il y a une déchirure de l'artère, de la paroi, qui a bouché, en fait, cette artère. Donc, c'est un mécanisme différent. On appelle ça une dissection. C'est un terme médical pour juste dire déchirure. Et il n'y a pas de lipides accumulés. Il y a, en fait, une blessure, un hématome à l'intérieur de l'artère. Et donc, cette maladie-là, on appelle ça la SCAD, elle est vraiment très peu étudiée à cause du fait que ce sont souvent des femmes jeunes qui la font et on ne comprend pas pourquoi. Et donc, moi, en fait, dans mon travail, j'étudie l'ADN des patients que je compare avec l'ADN de personnes qui n'ont pas fait l'événement cardiovasculaire. Et en fait, en regardant vraiment limite base par base de l'ADN, on arrive en fait à trouver les endroits où il y a des différences. Et on utilise des outils statistiques pour savoir si cette différence elle est au hasard ou elle a une pertinence statistiquement significative. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris qu'il y a une région de l'ADN où il y a quelque chose de différent entre les patients et les non-patients, là, on fait des études moléculaires in vitro. On cultive des cellules humaines qu'on prélève à partir de la peau, des choses très accessibles. Hein. Et après, en fait, on essaye de changer le génome, l'ADN de ces cellules humaines pour savoir si ce changement-là, il a un impact plutôt sur comment les cellules se divisent, comment elles s'organisent dans l'espace, comment en fait elles sont capables de sécréter ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui est un ciment qui lie les cellules entre elles et qui est très important pour que les artères ne se déchirent pas. Voilà, donc c'est à peu près le résumé de notre activité. Très bien. Et en fait, vos travaux, ils mettent en lumière des maladies et la situation de la femme, qui jusque-là n'ont pas été touchées, j'ai envie de dire, par la science. Comment vous expliquez pourquoi, en fait, on met tant de temps à arriver à ces maladies de femmes, alors que les hommes, on étudie ça depuis un peu plus longtemps? En fait, c'est une coïncidence, c'est pas vraiment délibéré. Ok. Hein. Mes collègues qui travaillent sur les maladies cardiovasculaires depuis 40 ans n'ont pas fait exprès de négliger les maladies des femmes. Il se trouve qu'elles sont beaucoup plus complexes à comprendre. Pour tout ce qui touche à la physiologie des femmes, comme il est difficile, parce qu'il y a les cycles hormonaux, parce qu'il y a les grossesses, parce qu'il y a plein de choses qui changent par rapport à l'homme, on a tendance en fait à étudier ce qui est d'abord facile d'accès. Et donc, en fait, en comprenant les maladies cardiovasculaires, en réalité, on a beaucoup mieux prévenu les complications et les événements cardiovasculaires chez les hommes parce qu'ils sont touchés par cette forme majoritaire de la maladie cardiovasculaire. Ça, c'est le premier élément. C'est parce que c'était la plus facile à étudier jusqu'à présent. C'est l'état des connaissances. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, il y a une situation que parce que c'est une forme majoritaire de la maladie cardiovasculaire, les femmes sont protégées en fait de ces formes-là. Donc, tant qu'on n'est pas ménopausée, en fait, les hormones féminines, elles ont une action protectrice de la paroi artérielle, il y a moins d'effets néfastes du cholestérol, même si elles se sont mises à fumer autant que les femmes dans plusieurs sociétés, que les hommes dans plusieurs sociétés, qui a augmenté beaucoup leur risque cardiovasculaire. Mais globalement, il y a quand même une protection de la partie athérosclérose, lipides, cholestérol. Ce qu'on a constaté, c'est que malgré les avancées, les femmes, elles continuent à faire des événements cardiovasculaires importants et on essaie de comprendre pourquoi. C'est là où on a dit, probablement parce que les formes comme la maladie sur laquelle nous travaillons, qui, elles, touchent majoritairement les femmes, elles n'ont pas été couvertes par la recherche
qui a été faite jusqu'à présent. Donc, c'est ça la raison de la situation. Et encore une fois, la physiologie des femmes, elle est malheureusement très peu étudiée parce qu'elles ne font pas partie des essais cliniques. En cardiologie, on essaye les médicaments nouveaux, s'ils ont un effet protecteur sur la fonction cardiaque, sur une majorité d'hommes, parce qu'en fait, c'est plus facile à recruter les hommes. Les femmes, elles ont souvent le cycle menstruel qui va être en interaction avec les médicaments. Donc, en fait, on ne va jamais savoir si, en fait, il y a un effet propre aux médicaments ou les hormones qui vont être protectrices. Donc, c'est une situation analytique complexe. Et encore une fois, maintenant, ça a vraiment changé, notamment en Europe et aux États-Unis et dans tout le reste du monde. On a pris conscience qu'il faut quand même s'affronter à ces difficultés de faire de la recherche sur la santé des femmes. Même si elle est difficile à mettre en place, il faut le faire, car elle est différente. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure du mode de vie qui a changé, etc., et des facteurs de ce mode de vie sur la santé. Et vu que vous connaissez quand même très bien le mode de vie marocain, etc., auriez-vous, par exemple, des conseils à donner aux femmes marocaines surtout, mais aux femmes en général, les plus importants? Alors, effectivement, c'est universel, hein. Les femmes, elles ont pris beaucoup plus de responsabilités professionnelles, ce qui est vraiment une très bonne chose parce que la moitié d'une société qui ne contribue pas à la vie d'une société, c'est que ça ne va pas du tout. Donc, moi, je suis vraiment une fervente supportrice du fait que les femmes soient actives dans des domaines les plus variés possibles et notamment en sciences, mais ça c'est parce que voilà, je suis bien biaisée pour le dire. On a besoin de leur point de vue, on a besoin d'elles dans les activités professionnelles. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, on leur demande ça en plus de toutes les responsabilités familiales. Et c'est là, en fait, où on a besoin de nos co-sociétaires, les hommes, à aussi assumer, en fait, que si une femme, elle est active maintenant en dehors du foyer, ben, les deux ont la responsabilité du foyer pour les activités ménagères, les responsabilités pour s'occuper des enfants, voilà, pour assurer tout le reste, en fait, ben, on est deux à être actifs. Et ce qui fait que la santé des femmes, des fois, elle est dégradée, notamment cardiovasculaire, parce que c'est très sensible au stress, c'est le fait qu'elle se trouve avec l'activité professionnelle et l'activité de foyer. Et ça, c'est vraiment une charge très importante. Et pas seulement cela, les femmes sur lesquelles, en fait, nous travaillons au niveau de leur risque cardiovasculaire, on parle, en fait, de entre 45 et 60 ans. C'est une période où les enfants sont assez grands, donc il y a beaucoup ou même petits, en tout cas, ils sont encore dans le foyer, il faut s'en occuper. Les parents qui commencent à être âgés, donc il y a une responsabilité de s'occuper aussi de la génération d'avant. Donc, il y a énormément de choses qui reposent sur leurs épaules. La ménopause qui s'installe, c'est une période critique au niveau cardiovasculaire, c'est vraiment démontré. La pression artérielle monte parce qu'il y a beaucoup de stress, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes de la part de la société. Il faut qu'on gère beaucoup de choses à la fois. Et c'est là où c'est critique. Et donc, c'est pas un hasard que c'est là où ça commence en fait à se détériorer. Et on doit vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que ces femmes-là sont plus à risque pour développer ces maladies pendant cette période critique. Et bon, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui peut donner des conseils comme ça. Je peux toujours parler d'un point de vue d'une femme, mais ce n'est pas ma spécialité en fait au niveau sociétal. Mais ce qui est vraiment important, c'est de prendre soin de soi, c'est-à-dire écouter son corps. Les maladies cardiovasculaires, elles peuvent en fait avoir des manifestations très diverses et variées. Par exemple, dans l'infarctus, on sait que l'une des choses à vraiment passer comme message aux femmes, c'est par exemple si on a une diarrhée ou un trouble digestif et ça dure et on a vraiment des maux de tête qui durent plusieurs semaines, là, il faut vraiment penser au risque cardiovasculaire parce que voilà, quelqu'un qui a mal à la tête, c'est très commun. Une diarrhée, on pense plus à une infection. Mais en fait, on a constaté que ces symptômes en particulier, ils arrivent plus chez les femmes que chez les hommes, disons, quand il y a un infarctus. Donc, ça serait bien de s'écouter et de ne pas négliger ce genre de présentation qu'on appelle atypique en cardiovasculaire. D'accord. Et vous avez parlé de mode de vie, des femmes, etc., pour pouvoir un petit peu avoir un mode de vie équilibré. Et j'ai envie de vous poser la question à vous, docteur, dans votre vie, vous travaillez beaucoup, vous faites de la recherche. Vous arrivez à concilier un petit peu la vie professionnelle, à équilibrer avec une vie personnelle, peut-être un foyer, voilà. Alors, en fait, effectivement, dans la recherche, c'est très
connu et c'est une problématique qui nous touche particulièrement les chercheuses, qu'il y a une charge de travail importante. Plus on monte en responsabilité, moi je dirige une équipe avec plusieurs personnes qui travaillent sur plusieurs projets, j'ai des collaborations dans le monde entier, donc je dois me déplacer, voyager, assurer des présentations dans des congrès internationaux. C'est quelque chose en fait effectivement qui peut être difficile à gérer. Moi, en fait, ma stratégie, entre guillemets, j'ai toujours, en fait, évalué l'importance des déplacements et l'importance de l'interaction avec les collègues dans le cadre de mon travail. Et j'ai un partenaire de vie qui a vraiment compris l'importance de tout cela. Et donc, en fait, comme je disais, on est deux à élever des enfants. Et quand il y a un besoin de déplacement pour l'un comme pour l'autre, en fait, il faut échanger et s'organiser pour pouvoir en fait assurer l'épanouissement des carrières des deux personnes. J'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui comprend ces contraintes, qui est aussi conscient que cela est important pour ma carrière. Et moi aussi, je le soutiens dans sa carrière qui n'est pas dans le domaine de la science, mais qui est quand même très proche en accompagnement de la recherche. Et d'avoir en fait cet échange, cet équilibre est très important pour en fait accepter qu'on doit de temps en temps faire des choses qui nécessitent être en dehors du foyer. Donc l'équilibre, il vient de l'épanouissement. C'est-à-dire que ce que je dis, il est valable pour moi, il n'est peut-être pas valable pour toutes les mamans. Mais moi, en fait, partir en congrès et faire les échanges et entamer des collaborations était très important pour mon équilibre professionnel. Et ça se reflète aussi sur ma vie personnelle. C'est comme ça que je suis une maman épanouie qui peut être heureuse d'être à la maison de temps en temps quand il faut accompagner les enfants à faire des activités extrascolaires. Je suis là pour elles parce que j'ai deux filles. Mais il y a aussi un temps où mes filles, elles ont compris très, très vite que maman part en déplacement régulièrement. Ça fait partie de la norme, c'est rien d'extraordinaire. Et ne pas développer une culpabilité. C'est vraiment une thématique très importante parce que ce que je vous dis là est valable pour la société marocaine, ça c'est sûr. Mais j'ai des collègues au Japon à qui je fais aussi des conseils parce qu'elles sont des jeunes chercheuses japonaises qui est une société très conservatrice. Et on a exactement les mêmes problèmes. En France aussi, on peut avoir des partenaires qui sont pas très ouverts ou qui comprennent pas vraiment l'intérêt de cette interaction permanente à tout le temps être en voyage. C'est surtout l'échange entre dans le couple, en parler et dire voilà, pour moi c'est important, il faut vraiment comprendre ça comme étant une activité importante de me déplacer. Donc il faut un peu compenser mon absence, mais il y aura un moment où c'est moi qui compense pour l'absence de l'autre. Clairement, c'est ça l'équilibre. Et on a touché à un sujet un peu émotionnel. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, parce qu'on a l'impression que les chercheurs sont tout le temps dans des labos à être très sérieux, etc., etc. Est-ce qu'il y a la place à l'émotion dans votre travail? Alors, il y a la place à l'émotion de la joie de découvrir quelque chose de nouveau. C'est une joie immense. En fait, si vous voulez, il faut décrire notre métier comme en fait, on est dans des explorateurs, mais bon, on n'est pas là à monter des montagnes, à aller dans des nouveaux continents comme les anciens explorateurs. En fait, on est dans le monde du vivant, donc c'est un peu microscopique. Et moi, c'est l'échelle de l'ADN. L'ADN, c'est une molécule qu'on connaît depuis 60 ans, mais on est loin d'avoir déchiffré tous les renseignements qu'on peut avoir à partir de l'ADN. Donc, effectivement, en fait, il y a une émotion de découverte, de la joie, mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'emporter pour des résultats, on va dire, qui ne sont pas assez fiables. Donc, moi, c'est la première chose que j'explique à mes étudiants et aux personnes qui travaillent avec moi. Il faut être son premier critique ou son premier critique au sens scientifique, c'est-à-dire il faut vraiment, vraiment être sûr de quelque chose avant de devoir le communiquer, le publier. Donc, on a souffert, je pense, dans le monde entier de cette crise de la confiance dans la science. Elle vient du fait des fois, on annonce des choses sans être sûr. Et la crise du Covid, elle a révélé ce phénomène vraiment à l'échelle internationale. C'est qu'on peut dire des choses et son contraire. En réalité, c'est qu'on allait trop vite. Ça nous arrive en science d'avoir quelque chose et son contraire. Mais parce qu'en fait, ça s'explique au bout d'un moment. Donc moi, je vais faire mon expérience d'une façon qui fait que je vois les choses avec un résultat. Et mon collègue, lui, il va avoir une autre expérience designée d'une autre façon qui fait qu'il voit ce résultat. Donc une fois on a compris comment on a fait nos expériences, on est réconcilié. Mais quand on annonce cela très vite, ça peut créer un chaos scientifique. Et donc là, ça crée une émotion même négative de ne pas vouloir nous croire. Mais en réalité, voilà, c'est très important de bien s'assurer et qu'on n'est pas submergé aussi par ce qu'on pense être la vérité. Il n'y a pas de vérité absolue. Notre chemin, c'est d'essayer de comprendre des phénomènes
naturelles, des fois pas naturelles, comme les maladies. C'est naturel parce que ça arrive, mais on a envie de comprendre le dysfonctionnement du corps. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un peu voilà, inattendu ou difficile à comprendre. Donc des fois, on peut avoir des idées préconçues. C'est ce qu'on appelle des hypothèses. Moi, je dis, voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est pour ça que l'artère, elle dissèque. Mais je dois la tester. Je fais une expérience, 2, 3, et à la fin, il se peut que je dise, bah bon, finalement, cette hypothèse n'est pas bonne, je vais la changer. Et ainsi, on travaille pour avancer, avec la tête froide et sans trop être convaincu de tenir la vérité. Très bien. Et en parlant encore d'émotions, vous avez vécu un moment très fort ces derniers temps avec votre récompense, le Grand Tout Prix à des fait. sciences. Et donc, à ce moment-là, quand vous le savez, vous étiez où? Vous avez reçu l'information comment? Votre première pensée, comment ça se passe dans la tête de quelqu'un quand c'est un Graal quand même? Alors, effectivement, en fait, c'est très intéressant de parler de ces moments-là. Il y a les prix scientifiques, mais il y a aussi les financements scientifiques qu'on obtient. Parce qu'en fait, c'est vraiment un moment très, très fort quand on a une réponse positive pour une demande de financement. Et c'est pareil, en fait, c'est l'accomplissement de plusieurs années de travail. Donc, pour le prix de l'INSERM, effectivement, le directeur général de l'INSERM m'a appelé personnellement pour me l'annoncer en disant voilà, qu'ils étaient ravis de sélectionner mon profil comme le prix Sciences et Société 2025. Donc voilà, on est un peu voilà, touché, extrêmement ému et on ne sait pas trop comment réagir. Hein. On dit bon, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire comment je dois faire maintenant et en fait, d'un moment équivalent, c'est quand on obtient un énorme financement de recherche. Ça, c'est vrai que ça donne une joie immense. On se projette, car en fait, on a une chose, c'est de dire ce qu'on a déjà décrit comme recherche, et une autre, c'est de projeter dans le futur et dire voilà, je vais construire une équipe, je vais recruter plusieurs jeunes chercheurs travailler avec moi. Et quand ça arrive, c'est extrêmement gratifiant. Et ça m'est arrivé avec le prix de recherche européen ERC, qui est extrêmement prestigieux. Et l'avoir réussi depuis 2017, hein, c'était vraiment un moment très, très, très fort dans ma carrière. Très bien. Et en fait, vous êtes aussi devenu un modèle pour de jeunes chercheuses ici et ailleurs. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à ces jeunes personnes qui aujourd'hui, bah, vous avez parlé tout à l'heure, vous étiez un peu perdu, vous saviez pas à quoi vous attendre, vous saviez pas vers quoi vous alliez, et aujourd'hui, vous êtes à la place de rêve pour d'autres aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose que vous voudriez leur dire? Alors, en fait, je serais ravie d'être un modèle. Je prétends pas être aussi un modèle pour qui que ce soit, mais si C'est une c'est vérité aujourd'hui. mais dans le sens en fait où il faut se forger son propre modèle déjà, parce qu'on est tous très différents. Et c'est vrai que cette notion de les modèles en sciences, elle est très importante. Moi, personnellement, j'en étais pas consciente parce que, comme je vous disais, moi, je ne voyais pas le sexe ou le genre des personnes en fait que j'admirais. Mais effectivement, il reste. Je l'avais pas tant que je n'étais pas à un niveau, on va dire, de responsabilité. Au bout d'un moment, quand on devient la seule femme dans une réunion, la seule marocaine à tel endroit, là, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi il n'y a pas des gens comme moi autour de moi et donc, c'est vrai que j'ai été très chanceuse d'avoir rencontré des femmes scientifiques. C'est marrant, c'était plus aux États-Unis quand je partais dans les congrès, etc., qui me conseillaient, qui me donnaient vraiment du mentorat. Voilà, c'est comme ça que tu devrais faire, va dans telle direction, fais ça et sois cohérent dans tes choix. Et j'avais énormément apprécié ça. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'activités de mentorat en Afrique. J'ai mentoré des personnes au Ghana, au Kenya, mais aussi au Maroc, certains jeunes chercheurs dans une formation que j'avais donnée il y a 2 ans. Et surtout en France, via cette association Femmes et Sciences, en fait, les jeunes femmes chercheuses, elles peuvent des fois se donner des freins elles-mêmes. Ça, c'est classique. Les femmes en général, on se donne des freins à nous-mêmes hein, parce qu'en fait, connaissez cette statistique, un homme, il va postuler à un poste quand il a que la moitié des compétences et une femme, il faut qu'elle ait limite 100% avant qu'elle y pense. Moi, c'est vrai que j'étais comme ça et c'était une erreur. Il faut accepter qu'on n'est pas parfaite et en fait, les autres non plus ne sont pas parfaits. Donc, quand on postule ou on essaie quelque chose, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est aussi bien armé que les autres et que c'est juste qu'on ne le voit pas encore. Et donc, quand je me suis mise de l'autre côté,
quand j'ai commencé à évaluer les demandes de financement, les dossiers, etc. moi-même, là, j'ai dit, mais les filles, elles sont superbes. C'est juste qu'elles n'osent pas se mettre en valeur. Donc, la première chose, c'est de ne pas se donner des freins soi-même. Il y a assez de freins dans la société, il y a assez de freins dans tout, ça suffit. Et la deuxième chose, c'est ne pas se dire, il n'y a pas quelqu'un qui le fait, donc je ne le fais pas. Donc, il faut être pionnier, surtout nous les femmes. Il y aura souvent des domaines où il n'y aura pas de femmes, en fait. Déjà, à un niveau ou bien dans une situation qui peuvent nous inspirer. Soyez l'inspirant, c'est pas grave. Vous allez peut-être échouer, mais vous aurez essayé. Et cette idée d'y aller, même si on n'est pas à 100% capable en théorie, si on ne réussit pas, on apprend quelque chose. Donc, en fait, il faut oser faire les choses, se préparer et rester en fait déterminé sur un objectif clair. Donc, définir ce qu'on a envie de faire et y aller. Ça va peut-être prendre plus de temps que ce qu'on pensait au départ, mais on va y arriver. Donc, c'est ça ce que je pourrais donner comme conseil. Détermination, bien en fait, y aller même quand on pense qu'on n'est pas qualifié en théorie. Hein. C'est souvent pas le cas. Et voilà, ne pas se fermer dans des limitations autocensure. Hein. Et persévérance, recommencer même quand ça marche pas. Exactement. Alors là, en fait, en sciences, c'est quelque chose qu'on apprend très, très vite. Hein. C'est un filtre au niveau du doctorat. Le candidat qui, quand il se plante, il vient me voir. Alors là, ça n'a pas marché, je pense que c'est pour ça. Je vais recommencer. Et il a plus de chances de réussir que celui qui, ça marche pas, il va déprimer, il va être découragé, il va se dire, oh là là, c'est pas fait pour moi. C'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. Les échecs, c'est en fait, c'est des leçons qu'on apprend dans les expériences. Ça veut dire qu'il faut optimiser plus, insister plus, changer de stratégie, etc. Jusqu'à arriver à trouver un résultat. Et des fois, on a la réponse inattendue. Ça, c'est ça ce qui est magnifique chez nous en sciences. Hein. On se pose les questions, on a les réponses à des choses rien à voir avec ce qu'on a entamé. Et en parlant de réponses, est-ce que vous avez une question ou vous voudriez qu'une réponse scientifique, une question scientifique à laquelle on peut trouver une réponse rapidement de votre vivant que vous trouvez urgente et vous aimeriez vraiment que ça avance très très vite, peut-être dans votre domaine ou peut-être dans l'absolu. Hein. Eh bien, en fait, il y a une question qui me taraude beaucoup parce qu'on trouve beaucoup de liens entre des maladies vasculaires dans le cœur et dans le cerveau. La structure des artères, elle est vraiment différente. Les maladies ne se manifestent pas pareil. Il y a même une composante en fait vasculaire, par exemple, à l'Alzheimer. Ça, c'est connu. Donc voilà, comprendre peut-être le lien qui lie les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires pourrait vraiment expliquer beaucoup de choses. Et ça parle encore plus à la santé des femmes parce que elles cumulent souvent les différentes complications en fait vasculaires, notamment dans le cerveau. L'hypertension, elle peut être un facteur de risque pour la démence chez les femmes. L'anévrisme intracrânien, c'est une maladie qui touche beaucoup les femmes post-ménopause. Donc cette pathologie du cœur sur laquelle je travaille, la SCAD, en fait, elle a beaucoup de liens génétiques avec ces maladies. Et donc j'aimerais bien peut-être être à l'origine d'une étude ou contribuer à une étude dans laquelle, en fait, on comprend vraiment les mécanismes de ces liens. Et pourquoi c'est important? Parce que peut-être qu'en soignant les vaisseaux, on pourra aussi donner un bien-être aux femmes et les aider un peu à se réconcilier avec leur corps et être un petit peu moins à souffrir de ces maladies. En parlant de bien-être et de corps, nous sommes sur Mieux vivre. Oui, Et donc, quels seraient vos conseils Mieux vivre en 2026 maintenant? Pour mieux vivre, ouais. c'est une grande question, ça. Alors, moi, je dirais, il faut rester curieux de tout. Hein. Ça peut être de son voisin, vouloir connaître les gens, être vraiment bienveillant, être curieux, être en phase avec ses attentes. Ne pas vouloir trop de choses ou pas assez. Moi, des fois, je suis un petit peu déçue par le manque d'ambition de certaines personnes que je croise dans la vie en général, pas uniquement en sciences. Donc vraiment, voilà, être de l'avant et avoir des objectifs. Je pense, ça a été même démontré, je crois, par des études, que quand on a en fait un but ou quelque chose à faire, on arrive en fait à surmonter les difficultés de la vie. Et ça nous permet en fait d'avoir voilà un but vers lequel on tend
et ça nous fait passer les difficultés parce que voilà, le corps est des fois il fonctionne mal, hein, c'est la vie, hein, on n'est pas tous avec les mêmes qualités physiques les uns et les autres. Garder une activité physique pour évacuer le stress, hein, c'est pas pour avoir la ligne, ça c'est secondaire. L'activité physique, c'est vraiment la clé du bien-être car elle permet d'évacuer les hormones de stress et les remplacer par des hormones de bien-être et de voilà, de s'entourer des gens qu'on aime. C'est les deux choses qui font vraiment le plus de bien. En tout cas, moi, j'essaye de m'appliquer cela. J'y arrive pas toujours, mais voilà, c'est ce que je dirais. Et pour finir, on va finir sur des questions un peu rapides sur D'accord. si vous aviez à citer un homme qui vous inspire. Et là, pour le coup, un homme. Ah bah, c'était Pasteur ou Darwin, hein, j'hésite entre les deux, mais je vais dire Darwin, allez. D'accord. Et un livre à recommander qui vous a marqué. Hmm. Ah là là, moi je lis beaucoup de sciences et très peu de littérature, mais L'étranger d'Albert Camus, ça reste quand même quelque chose de très marquant. Je l'ai lu très jeune, à 17 ans, et voilà. Magnifique. Mais ça nous ouvre un pan dans la vie. On dit, waouh, on peut écrire ça, on peut vivre ça. C'est vraiment magnifique. Et un film qui vous touche ou qui vous plaît. Ah, je vais dire le dernier qui m'a touchée, comme ça sera réglé, parce que choisir avec tellement de films, bah, je dirais L'anatomie d'une chute, qui est un film vraiment remarquable, vraiment remarquable. Très bien. Donc, et est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Ah, ben, je sais pas. Euh, Peut-être la découverte dans laquelle je suis le plus fière, déjà. Oui, Futur. oui. Ben, je Alors, m'en excuse, donc je vous la repose. C'est quoi la découverte dont vous êtes la plus fière? la découverte dont je suis la plus fière, c'est peut-être d'avoir en fait trouvé un premier gène de prédisposition à ces maladies sur lesquelles on travaille. Alors, en génétique, c'est un domaine où il y a un petit peu la course au premier. Et là, d'avoir réussi à être la première dans ces maladies que j'avais découvert à peine 2 ans avant. Et voilà, ça m'a énormément motivée à continuer en fait à travailler dessus. C'est vrai, ça m'a donné une reconnaissance internationale dans ce domaine, hein, et les gens voilà, me connaissent surtout pour décrypter la génétique de la SCAD et la dysplasie. Eh ben, ça s'applaudit. Bravo. Et merci pour ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite tous à l'équipe un brillant avenir encore et à découvrir encore plus de choses et même des choses les plus inattendues comme vous les aimez. Merci beaucoup. Merci à votre organisme de me donner l'occasion de parler, de partager ma recherche. J'espère en fait qu'il y a des jeunes scientifiques futurs qui veulent maintenant embraser la recherche scientifique. Ça me ferait très plaisir. Voilà, donc Mieux Vivre, c'est le média qui vous veut du bien. À bientôt pour une prochaine réunion, prochaine interview et prochaine rencontre. Merci beaucoup. Voilà, on a fini. Merci beaucoup. Franchement, déjà, personnellement, je suis touchée et, je vous remercie vraiment pour ce moment. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir pris le temps de me donner la parole, hein. C'est vrai que voilà, on fait notre recherche dans notre bulle de scientifiques et comme ça, échanger avec des journalistes, c'est toujours un plaisir. Et surtout Voilà. marocains, évidemment. Vous venez de regarder On prend le temps, le podcast de Mieux Vivre. Si cette conversation vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mieux Vivre, à aimer la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer. Retrouvez aussi nos articles sur mieuxvivre.ma. À très bientôt pour une nouvelle conversation. Et d'ici là, prenez soin de vous.